Ismaël Madior Fall est plus jeune qu'il en a l'air. Son visage rond, sa moustache poivre et sel ne reflètent pas du tout son âge. Ce professeur agrégé des facultés de droit, professeur de droit public et sciences politiques, est âgé de 46 ans. Mais son expérience universitaire et extra-universitaire est riche. Son professionnalisme apprécié par ses collègues. Nous avons beaucoup collaboré avec lui. À son arrivée, il y a eu déjà au niveau de l'organisation institutionnelle du centre, nous avons remarqué beaucoup d'envie de redynamiser les activités scientifiques. Donc c'est vraiment un scientifique modèle, il faut le dire, à travers ses publications, à travers sa participation à l'animation scientifique de la faculté. On peut le considérer comme étant une référence. C'est vrai, il a souvent une rigueur scientifique qui fait souvent dire que c'est quelqu'un de peut-être assez méchant. Souvent les étudiants peuvent percevoir comme ça, mais c'est vraiment important. Nous, dans notre domaine, dans le domaine scientifique, la rigueur est plutôt une qualité. Ismaël Madior Fall, sociable, c'est une image qui a capté ses étudiants qu'il a eu en première année. Certains en font même une référence. Le professeur, en dehors de sa compétence, parce que sa compétence n'est plus à discuter ici, à Dakar et à l'extérieur, mais il est tellement disponible et il est tellement ouvert. Donc je peux dire que d'une gentillesse extraordinaire. Parce que s'il passe tout à l'heure ici, il va te saluer. Même de loin, il va te saluer. Donc il reconnaît ses étudiants, ça. C'est un avantage et puis c'est quelque chose à ne pas négliger quand même parce que c'est rare de voir un professeur comme lui donc qui se comporte de la sorte. Donc Ismaïla, il est vraiment disponible, il est vraiment ouvert et sa gentillesse n'est plus à discuter. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que je ne connais pas de mal en lui. Dans une classe où il y a à peu près 40 ou 50 étudiants où tu parviens à détecter tes étudiants et à passer par leur nom, à leur appeler par leur nom. Donc c'est rare de voir un professeur comme ça, comme lui, comme Ismaël Madior Fall. Dès ma première année, donc j'ai été tellement ému par le professeur Ismaël Madior Fall. Donc c'est lui qui m'a poussé à faire le droit constitutionnel parce que j'aimais vraiment la matière. Donc quand on aime un professeur, forcément on ne peut aimer sa matière. C'est lui, je peux dire, qui m'a inspiré à faire vraiment le droit public. Parce qu'il me plaisait donc, et puis la façon de manier la langue et la façon de donner son cours, vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Cette rigueur au travail, c'est également valable pour la maison. Mais cela n'empêche pas le ministre conseil juridique du président d'être un papa poule. Ismaël Madior Fall est marié à une femme d'origine congolaise et il est père de 4 enfants. C'est un bon mari, je crois, et un intellectuel, je crois. On n'a même plus besoin de le rappeler ici, qui passe beaucoup trop de temps à travailler, mais bon, qui prend quand même un peu le temps pour sa famille, pour ses enfants. Il s'arrange toujours pour être là au plus tard à 18 h. Comme ça, au moins, il peut travailler un peu avec les enfants, surtout pour l'aîné qui est déjà à l'école. Et voilà, ensuite les coucher. Mais après, évidemment, il se retire au 3e étage, devant son ordinateur, jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Ismaël Madior Fall, un professeur qui adore le tennis de table, un monsieur redingue de la mer et de la nature, un amour qui démontre son côté romantique, même si le ministre conseiller refuse de le reconnaître. Je crois que c'est un gros romantique, mais qui se cache bien. En bon wolof, évidemment. Alors, Ismaël Madior Fall, très à l'aise dans votre toge de professeur agrégé, titulaire de chaire du droit constitutionnel à l'UCAD. Qu'est-ce que cela représente pour vous de piloter aujourd'hui le comité justement chargé de la réforme de la décentralisation? C'est pour moi un honneur d'avoir été choisi pour diriger le comité de pilotage de la politique de la réforme de la politique de décentralisation acte 3. Mais je dois dire que au début j'avais quelques appréhensions parce que ça a coïncidé avec un moment où j'étais déjà choisi par le président de la République pour être ministre conseiller juridique. Et je ne voulais pas, je n'aime pas trop les cumuls. Je ne voulais pas aussi donner l'impression que la réforme était pilotée à partir de la présidence de la République. Et donc j'avais indiqué à Madame le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales de l'époque, Madame Aram Ndoye,
que vraiment j'étais très honoré, mais je ne pouvais pas accepter. Elle a insisté, on a discuté. Elle m'a fait à l'époque savoir qu'au fond, ce qu'on recherchait, c'était une personnalité indépendante, scientifique, qui dirige le comité de pilotage, pour donner en fait une caution scientifique à la réforme. Bon, après, j'ai insisté. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est aussi une occasion pour pratiquer ce que je faisais par le passé, enseigner le droit de la décentralisation, mais aussi l'avoir pratiqué comme consultant, expert consultant au Sénégal sur les questions de décentralisation. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec le maire qui est là d'ailleurs, Sidina. On a travaillé pour l'USAID à l'époque. J'ai aussi dirigé un ouvrage collectif sur la décentralisation en Afrique, l'état de la décentralisation dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, pour le programme de développement municipal. À l'époque, le programme était dirigé par un de nos compatriotes, Birame Owen Sindiaye. J'ai aussi été expert des Nations Unies dans certains pays sur des questions de décentralisation, sur des questions constitutionnelles, mais aussi sur des questions de décentralisation. Par exemple, j'ai rédigé le document de politique de décentralisation du Burundi. À l'époque, c'est les Nations Unies qui m'avaient amené là-bas à peu près pendant 1 mois et demi. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est une bonne occasion pour le faire au Sénégal et le faire aussi avec des gens de qualité, des gens avec qui je suis dans le comité de pilotage. Ismaël Madior Fall, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Parce que déjà, il y a quand même beaucoup de polémiques autour de ce projet de réforme. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que schématiquement, d'abord, le président de la République a lancé l'idée de cette réforme depuis longtemps. C'est pendant le mois de juin 2012 déjà qu'il avait parlé de réforme de la politique de décentralisation. Juin 2012. Il y a eu au moins 2 conseils des ministres décentralisés qui ont été consacrés à la question. Et bon, après, les choses ont un peu tardé à se mettre en place. Et puis, en mars 2013, il a officiellement lancé la réforme de la politique de décentralisation, acte 3. Et quand le processus a été lancé, on a mis sur pied un comité de pilotage qui est composé de 20 membres. Et justement, dans ce comité de pilotage, vous avez toutes les familles d'acteurs de la décentralisation et de la gouvernance locale. Parce que, bon, moi, je suis juste le président. Mais par exemple, le premier vice-président, c'est Alelo, président de l'Union des associations des élus locaux. On a un deuxième vice-président qui est le directeur de cabinet du ministre. On a l'Association nationale des conseils ruraux qui est représentée. L'Association des maires du Sénégal est représentée. L'Association des présidents de région est représentée. Nous avons les syndicats des collectivités locales qui sont représentés. Les organisations de la société civile, comme le Forum civil, qui sont représentées. Les universités sont représentées. Le CONGAD, à travers d'ailleurs la personne de M. Amakodou Diouf qui est là. Nous avons le patronat qui représente le CNP et la CNES. Donc nous avons ainsi un échantillon assez représentatif de l'ensemble des acteurs dans le comité de pilotage. Et ce comité de pilotage a 3 commissions. Une commission qui s'occupe de cohérence territoriale, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Une commission qui s'occupe des échelles de gouvernance. Et une commission qui doit s'occuper de développement économique, gouvernance budgétaire, financement de la décentralisation. Donc ce sont ces 3 commissions thématiques qui travaillent, qui renvoient leurs propositions à un comité technique qui est dans le ministère. Et ce comité technique nous envoie au niveau du comité de pilotage les propositions pour qu'on les discute, les valide, les transmettre au ministre qui les transmet au président de la République. Mais nous avons dit, pour éviter de faire un processus purement dakarois, nous allons instaurer dans chaque région du Sénégal ce qu'on a appelé un cadre régional de partage, dans lequel on retrouve aussi les familles d'acteurs, les élus locaux, les services déconcentrés de l'État, la société civile, les organisations communautaires de base. Et chaque fois qu'il est question d'une idée ou d'une proposition au niveau du comité de pilotage, on le renvoie au niveau du cadre régional de partage, qui en discute, qui émet ses remarques, ses observations, ses objections, et ensuite cela est remonté au niveau national. Donc voilà, dans les grandes lignes, le dispositif de pilotage de la réforme de politique de décentralisation que nous avons instauré. Dans les documents que vous avez produits, tout ce processus avec les avant-projets de loi, les premiers, devaient se faire autour du mois de mai
2014 et les élections locales en novembre 2014. Oui. C'est ça votre option? Oui, c'était notre option. Pourquoi c'était notre option? Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, le processus au fond a été lancé en juin 2012. Donc le président, lui, quand il disait les choses en juin 2012, il croyait que les choses allaient suivre un cours normal. Mais les choses ont tardé à se mettre en place. Finalement, l'acte 3 n'a été lancé qu'en mars 2013. C'est-à-dire il y a quoi, 3-4 mois. Et se présente la contrainte de l'agenda républicain. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président dit, c'est très simple maintenant ce que je vous suggère de faire. Et dans le comité de pilotage, nous avons échangé sur ça, nous nous sommes dit, on va travailler maintenant sur cette hypothèse de travail. Il a dit, envisageons de redimensionner la réforme et de faire ce qui est faisable d'ici les locales de 2014, premièrement. Et deuxièmement, tout le reste de la réforme, toutes les autres dimensions de la réforme vont être envisagées après les locales. C'est pour ça que le président Babacar Gaye, qui est très bien informé sur ce plan, parlait de phase 1 et de phase 2. Mais en résumé, il se demande est-ce que ce n'est pas une petite réforme finalement? Oui, non. Répondez de manière précise à cette question. Non, mais c'est-à-dire que les appréciations, chacun est libre de l'apprécier comme il veut. Nous sommes quand même un pays de liberté, quoi. Mais le fait est là, c'est qu'il y avait une réforme qui était multidimensionnelle. On dit les élections locales se tiennent en mars 2014. Il y a la contrainte de la CEDEAO, d'ailleurs, la contrainte du protocole de la CEDEAO, qui dit qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne peut être faite dans les 6 mois qui précèdent l'élection. Donc il y a cette contrainte. Et donc on dit, on va faire ce qui est faisable d'ici les locales et on envisage la suite. Ça veut dire qu'au fond, l'acte 3 n'est pas... c'est un processus. Il faut le comprendre comme un processus qui continue. Il ne faut pas le comprendre comme au moment M où toutes les choses vont s'épuiser. Non, pas du tout. Il y a des choses qu'on va faire et c'est pour ça qu'on a dit qu'est-ce qu'on va faire d'ici les locales. On va dire on va commencer par le plus facile. 1, c'est ériger toutes les communautés rurales en communes. Ne parlons plus de communalisation. C'est juste transformer les communautés rurales en communes dans un premier temps. Oui. Ensuite, et ça, Babacar Gaye ériger les départements en collectivité très réservé là-dessus. Oui. Comme les autres intervenants. Oui, ils sont très réservés là-dessus. Oui, bon, comment peut-on transformer des communautés rurales telles qu'elles existent en communes? Oui, mais je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ce qui se fait dans tous les pays africains. La communauté rurale c'est quelque chose qui n'existe qu'au Sénégal. C'est au Sénégal qu'on parle de communauté rurale. Si vous allez je vais donner l'exemple d'un village que je connais très bien, c'est le mien, Bokidiawé, communauté rurale de 38 villages. Oui, vous allez en faire une commune. Les 38 villages sont transformés en communes, mais il n'y a aucun problème. Vous savez, si vous prenez des pays comme le Burkina Faso, d'autres pays de la sous-région, le Mali, etc., mais ils n'ont pas de communauté rurale. Au Mali, qu'est-ce qu'on appelle commune? Il y a des communes qui sont en zone urbaine et vous avez des communes en zone rurale. On l'appelle commune. Au Bénin, qu'est-ce qu'ils ont? D'ailleurs, ils n'ont pas de collectivité locale, ils n'ont que les communes. Mais il y a des communes qui sont dans des zones rurales. Où est le problème? En France, vous savez, une commune, c'est quoi? C'est 500 personnes. Ils ont 37 000 communes en France. 500 personnes construisent une commune. Donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Au Sénégal, on aurait même pu, dans l'absurde, dire chaque village est érigé en commune. Où est le problème? Non, le problème, ce n'est pas qu'on transforme la communauté rurale en commune. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre dans le contenu, la substance? Parce qu'il ne s'agit pas de l'appeler commune, de la baptiser commune pour régler le problème. Non, si vous la baptisez commune, il y a des implications. Oui. Il faut plus d'équipements marchands, il faut plus d'infrastructures. Plus de pouvoir. Oui, bon, quoique les pouvoirs sont les mêmes. Mais je veux dire, il faut penser à non pas urbaniser, mais à moderniser. Quand vous prenez une commune au Sénégal, une communauté rurale au Sénégal, une communauté rurale, c'est limite au président du conseil rural et à l'assistant communautaire. Mais si vous avez une commune, il faut en tirer les conséquences, d'avoir une administration communale qui puisse prendre en charge le développement local, etc. Donc, bon, on peut discuter sur ça. Mais moi, je ne voudrais pas aussi qu'on se focalise trop sur des débats terminologiques. Territorialisation, est-ce que ça existe dans le dictionnaire? Non, mais évidemment que ça n'existera pas dans le dictionnaire, parce que c'est un mot français. C'est pas un mot français au sens où Richelieu le voulait. C'est un concept qui a été inventé par des géographes, par des économistes, par des juristes. Territorialiser les politiques publiques. C'est quoi? C'est envisager le développement des territoires à partir de leurs spécificités et de leurs potentialités. C'est quoi? C'est avoir un projet de société territoriale. C'est quoi? C'est créer des occasions pour que les acteurs d'un territoire, les acteurs qui sont du même territoire, puissent avoir une vision d'ensemble du développement de leur territoire ou de leur terroir.
organiser les élections locales à date échue, c'était quand même un défi à relever. Vous savez, depuis 1977, où on organise des élections vraiment pluralistes, on n'a jamais pu tenir les élections locales à date échue. 77, 84, les secondes élections. Vous calculez 7 ans. 84, 90, 6 ans. 90, 96, 6 ans. 96, 2002, 6 ans. 2002, 2009, 7 ans. On n'a jamais pu tenir les élections locales à date échue. Ici, le premier défi, c'était d'abord de ne pas sortir de l'année 2014. Mais est-ce que pour que le mandat des élus locaux dure d'abord 5 ans. C'est quand même il y a quand même un certain respect du calendrier républicain qu'il faut saluer. Parce que dans notre pays, on a toujours dit on ne respecte pas les trucs, etc. Oui. Ensuite, lorsque, par le passé, on n'a pas pu obtenir les élections locales à date échue, il y a eu 2 options possibles. La première option qui était souvent faite, c'était de proroger le mandat des élus locaux. Ça a été fait plusieurs fois. Deuxième option, la dernière en date, c'était 2009. Deuxième option possible, c'était l'instauration généralisée de délégations spéciales. Cela a été fait en 2002. En 2001, parce que le mandat a été fini, et donc les délégations spéciales ont duré jusqu'en 2002. Ici, l'option qui est faite, c'est de tenir les élections à date échue, en tout cas, en ne sortant pas de l'année. Oui. Et deuxièmement, l'exclusion de délégations spéciales. Il n'y aura de délégations spéciales ni avant les élections, ni après les élections. Parce que vous savez, la particularité du Sénégal, c'est que c'est un pays où on a une décentralisation et une déconcentration. Oui. Il y a des pays où il n'y a pas de déconcentration. Beaucoup de pays. C'est option décentralisation. Si vous avez des élus, c'est eux qui font tout. Comme le président de la République fait tout au niveau national, eux aussi, dans le circonscription, ils font tout. La déconcentration, c'est français. C'est les Français qui ont un système de décentralisation, mais ils disent non, on va avoir à côté un système de déconcentration. On a hérité de ce système. On ne peut pas y mettre une croix du jour au lendemain. Donc on le gère, évidemment. Maintenant, dans cette perspective, il n'est pas question de la disparition, il n'est pas question de la disparition du gouverneur. L'entité région reste, donc le gouverneur reste pour l'instant. Maintenant, dans la phase 2, on verra. Mais dans la phase 1, la région est là, le gouverneur est là. Professeur Abdoul Kane, je retiens au volet, est-ce que vous parlez entre médecins? Certains médecins se parlent et je suis tout à fait d'accord avec les collègues. Justement, c'est parce que nous sommes dans un système où, et c'est peut-être même dans une société où chacun est en train de courir et peut-être de se battre pour sa propre survie, que nous n'avons pas toujours effectivement la cohérence. Ça veut dire, c'est vrai, que nous n'avons pas toujours cet esprit d'équipe qui fait la médecine. Comme l'a dit le docteur Guian Oumbay, il est évident que si à un moment T d'un hôpital, quel qu'il soit, je ne peux pas avoir pour un polytraumatisé et le réanimateur et le chirurgien orthopédiste et le neurochirurgien, etc., il est vrai que la prise en charge du malade fait défaut. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? On n'arrive pas à le faire parce que c'est vrai, certains sont déjà partis et ne veulent plus revenir alors qu'ils sont de gare. On n'arrive pas à le faire parce qu'il y en a qui sont en train de faire leur privé, ils ne souhaitent pas, etc. Et puis après, il y a les égos surdimensionnés parfois, pas des médecins, mais de toutes les personnes qui sont dans des systèmes où on ne nous évalue pas. Si vous voyez un grand professeur qui commence à avoir l'âge que j'ai, c'est vrai qu'il est difficile parfois de lui dire faites votre boulot. Et tout ça, je crois qu'on l'a sécrété. Vous l'appelez le savant. Oui, le savant. Oui. Et ça me permet d'ailleurs de dire que... Avec beaucoup d'ironie. Avec beaucoup d'ironie, parce que je pense que je suis professeur, mais je crois que c'est une réalité. C'est une réalité parce que, et ça ressort clairement sur l'élément que vous venez de faire passer, le médecin, c'est, je dirais, 2 missions essentielles, scientifiques, mais également psychosociales. Autrement dit, il nous faut être compétents scientifiquement et du point de vue de la technologie, mais il nous faut pouvoir parler aux patients et pouvoir avoir cette pédagogie-là. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi on les a mis dehors ou pourquoi on les a soignés et comment on les a soignés. Et puis troisièmement, il y a cette dimension psychologique qui est fondamentale. Quand vous venez à l'hôpital, qui que vous soyez, même si vous êtes médecin, vous avez une angoisse existentielle parce qu'il y a une douleur, il y a un mal. Et ces 3 dimensions sont indispensables chez un médecin. Et c'est pourquoi j'ai dit que certains professeurs peuvent avoir parfois cette dimension purement, j'ai dit vétérinaire, c'est-à-dire de bons techniciens, mais on n'est pas toujours un aussi bon humaniste que cela. Or, ces 2 entités sont indispensables pour faire un bon médecin. Et je voudrais, je ne sais pas si je peux rebondir juste sur cette question de la pyramide, parce qu'elle me tient moi-même à cœur. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, et je crois qu'un des messieurs l'a dit. Imaginons, pour rester très simple,
que moi je suis dans un hôpital de niveau 3. Parce que malheureusement, notre système de soins n'a pas su allier la prévention, le curatif et pire encore, les différents éléments de la pyramide. Moi qui travaille dans un hôpital de niveau 3, je n'ai absolument pas du tout de connexion avec le reste de mon district. Pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout, je ne parle avec personne. Mais imaginez, comme me dit M. Khan, vous êtes cardiologue, vous êtes enseignant, chercheur, et en soins, en cardiologie, vous devez quand même pouvoir faire des choses. Et que je sois, moi, un animateur du système de soins de la case de santé jusqu'à ma pyramide de santé. En termes de formation, en termes de soins, mais également en termes de recherche. Parce que quand je dis recherche, il y a des choses très simples qui peuvent se poser à la communauté, à mon district, mais on peut les animer à ce niveau-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entité s'appellera ce district-là, dans lequel nous sommes tous. Et nous sommes tous en train de nous rendre compte, et nous sommes tous en train de, régulièrement, de partager des choses. Si, par exemple, je veux que la prise en charge de la crise cardiaque, on a vu les délais qui sont très étroits, et je suis d'accord avec le docteur Nian, qui a été plus strict que moi, il a raison. Je dis, comment faire pour qu'au niveau de la case santé, un Sénégalais qui a mal puisse y arriver là, et que quelqu'un lui fasse une chose simple qui s'appelle l'électrocardiogramme. Le docteur Mbaye Paye sait que ça peut coûter 500 000 francs en termes d'investissement, et 200 francs en termes de prix de revient. Mais cette personne-là, elle peut aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, m'envoyer ces informations, je discute avec elle. Cette personne-là peut venir dans mon hôpital de niveau 3, se former avec moi. Et moi-même, qui ai une équipe de 5 cardiologues aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai une vacation de cardiologie, non pas à l'hôpital général de Grand-Yoff, mais au centre de santé qui existerait à Grand-Yoff, qui va donc régler les problèmes un peu plus pointus de cardiologues, transférer des compétences de cardiologie à ces gens-là, et puis encore une fois, que tout ceci se fasse dans une, j'allais dire, une dynamique d'une véritable équipe. Après maintenant, le niveau central, ce ne sera que la synthèse de tous ces niveaux-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et les financements, encore une fois, de la santé. La CMU, qui me paraît être une idée magnifique, ne va être qu'un moyen pour aider les gens financiers, puisque de toute façon, dans un système de soins, il faut qu'il y ait une péréquation. Il faut qu'on ait des ressources. Il faut que ceux qui sont les plus riches payent pour ceux qui sont les plus pauvres. Mais encore une fois, ça ne marchera pas. Si on n'a pas un système de santé cohérent, ça ne marchera pas. Si de la case de santé à vous êtes un accidenté de la circulation, quelque part dans le Sénégal lointain, vous avez zéro chance de ne pas vous en sortir, parce que nous sommes en train, nous, de parler des délais de Dakar. Mais les délais de Fongolombi, de Agnam Siwol et de Tilogne, on n'ose même pas l'imaginer. Donc, c'est ça que nous devons construire. Pourquoi votre choix éditorial, comme nous, journalistes, l'appelons, de raconter les problèmes et non peut-être de magnifier vos collègues, dont certains sont brillants, certains sont consciencieux et porteurs de ce sermon Hippocrate qui est le fondement de la médecine. Pourquoi ce choix éditorial? Parce que j'ai appris malheureusement que si vous voulez interpeller les consciences, il ne faut pas toujours caresser les gens dans le sens du poil. Mais si vous avez vu ce livre de A à Z, à commencer d'ailleurs par la page de couverture, vous verrez qu'il y a ce couloir sombre, il y a cette saleté, il y a donc cette incertitude. Mais je crois qu'il y a quand même une lumière à la fin qui nous dit tiens, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir, et je crois que quand vous reprendrez, quand vous aurez une autre lecture des nouvelles, parce que j'ai compris que tous ceux qui ont eu les nouvelles ont été un peu heurtés ou interpellés par les drames qui s'y jouent. Encore une fois, des drames qui, pour moi, et je l'ai écrit, sont des drames ordinaires. Mais vous verrez que dans quasiment chaque nouvelle, vous avez vu des médecins se cotiser pour acheter des médicaments. Vous avez vu une jeune infirmière qui n'est pas encore très apte à faire des soins infirmiers de haut niveau, mais qui sait que c'est son devoir humaniste de rassurer les malades, de leur faire porter leurs habits et de les aider. Ça aussi, vous le retrouvez. Et vous retrouvez donc tous ces éléments qui montrent qu'il y a des héros. Ce chirurgien qui, au bloc opératoire, travaille dans des conditions complètement dantesques, mais qui finit par réussir son opération, c'est un héros. Donc, en vérité, j'ai voulu montrer en toile de fond qu'il y a réellement des gens formidables dans ces hôpitaux publics, du technicien de surface au grand professeur, mais du technicien de surface au grand professeur, il y a aussi des gens qui font peu cas de l'éthique. Et surtout, nous travaillons dans des conditions abominables, je pèse bien mes mots, et je pense que si nous voulons réellement interpeller les consciences, nous ne devons pas nous arrêter sur
les belles histoires, nous devons surtout voir le revers de la médaille. Et pour moi, si on devait aller d'une échelle de 1 à 10, le revers de la médaille ferait facilement les 70%. Nous devons travailler à avoir un système préhospitalier de qualité. Nous devons avoir des hôpitaux de qualité. Et puis, on n'en a pas parlé, mais le poste hospitalier, entre guillemets. J'ai parlé de ce monsieur qui a fait un AVC. Imaginez ce qui se passe quand vous avez un AVC. C'est dramatique. Parce qu'on n'a pas su comprendre que notre société est en train d'évoluer. Quelqu'un est venu me dire, c'est mon père, mais franchement, laisse-le là parce que je ne peux plus. Ça veut dire que réfléchissons aujourd'hui à permettre aux gens de rentrer chez eux, d'avoir des soins à domicile qui n'existent pratiquement pas au Sénégal. Nous avons des jeunes médecins et des infirmiers qui sont chômeurs. Organisons-le, même par des activités privées avec des facilitations de crédit, et développons tous ces aspects de la médecine parce que nous ne sommes jamais assez nombreux pour faire ce travail. Donc c'est vraiment, encore une fois, tout le continuum qu'il faut questionner si nous voulons y arriver. Alors, le temps est complètement épuisé. Une dernière petite question, professeur. Le film de Khalifa Diakhaté, Je n'irai pas à l'hôpital. Votre livre, La vie sur un fil, serait-il une adaptation de cette fiction? Sauf que moi, je vis à l'hôpital et j'aimerais qu'on vienne à l'hôpital. Et j'aimerais surtout que nous inventions l'hôpital que nous aimerions tous avoir. Et pour cela, je suis tout à fait d'accord avec ce que cet élément a dit, puisque je l'ai vu en entier. Mais c'est là vraiment que je voudrais finir. Je crois qu'il y a une alliance, peut-être même une sainte alliance, pour moi, de l'indifférence, du sentiment d'impuissance et même du jeu d'intérêt, puisque dans ces désordres-là, il y a des gens qui tirent profit. Transformons cette alliance morbide en une vraie coalition pour nous tous, en nous disant que c'est une question de souveraineté que d'avoir des structures de soins performantes. Sinon, je crois que malheureusement, même si nous avons les moyens de nous soigner, nous courons un grave danger à cause des dysfonctionnements de nos structures de soins. On a entendu la plus haute autorité du pays se prononcer dans ce document, le président Macky Sall. Quel est justement l'accueil qu'a déjà reçu votre livre La vie sur un fil? Accueil au niveau politique? Je ne sais pas. Je sais simplement que, et j'ai été particulièrement heureux de voir que des Sénégalais de toutes les couches sociales, d'ailleurs, m'ont envoyé des textos, certaines anciennes hautes autorités et autorités actuelles ont cherché mon numéro et m'ont envoyé des textos en me disant « On aimerait bien vous rencontrer et discuter avec vous parce que ce que vous avez dit, c'est une réalité. » Il y a des citoyens, et peut-être l'image qui m'a le plus marqué, c'est ce monsieur avec son chapelet qui m'a arrêté l'autre jour en me disant ceci. Vous savez, il l'a dit d'ailleurs en poulard, peut-être qu'il a dû se dire, tiens, c'est peut-être un de mes parents, il a dit la vie d'un poulet ou d'un coq. Les halpoulards savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire quelqu'un qui suit juste ses petits intérêts jusqu'à sa mort. Il m'a dit, lorsque nous tous, nous saurons que dans cette dynamique-là, notre société est perdue. Et je crois que nous avons tous intérêt à poser les problèmes, encore une fois, de façon très saine, sans stigmatisation, avec de l'autocritique, mais en reconnaissant aussi les efforts des uns et des autres. Moi, c'est ce que j'attends de ce livre, un vrai débat. Quand je parle de l'homme, je parlerai d'abord de sa simplicité. C'est quelqu'un qui est quand même d'une simplicité extraordinaire et d'un commerce très facile et qui fait de lui, je dirais, un homme très sociable. Ces mots pour parler de l'homme avec qui elle a passé plus de 30 années. C'est une boîte à idées. C'est une boîte à idées. Il fonctionne 24 heures sur 24, la tête tourne, j'ai l'impression, 24 sur 24, il ne s'arrête pas. Et c'est quelqu'un qui va toujours jusqu'au bout de ses idées. Chaque idée est un projet qui démarre du début à la fin. Saher Seck, un homme au commerce facile, un comportement qui le suit depuis son enfance. Vous savez, quand vous êtes jeune, les parents disent qu'il faut bari affaire. Et en fait, Dafa Bari Affaire Wou est devenu homme d'affaires. Et déjà très jeune, il était très entreprenant. Il n'attendait pas qu'on lui serve les choses, disons, dans le plat et pour qu'il s'en serve. Il allait chercher lui-même. Et je pense que
cette idée, cette activité l'a poursuivi en tout cas tout le temps. Un homme ouvert qui ne se défend pas très bien de la vie de ses proches. Dans certaines situations, quand on l'accuse, je pense qu'il faut qu'il réagisse un tout petit peu. Et de dire comment, disons, les choses se sont passées. Je pense qu'il garde trop de choses un peu pour lui. Il ne dit pas tout ce qu'il devrait dire parce que très souvent, il n'a pas envie, disons, d'égratigner les autres. Et donc, de ce point de vue-là, il se contente simplement, disons, de donner quelques éléments et de ne pas donner tous les éléments. Mais je ne pense pas qu'il fasse de l'excès, disons, dans la communication. Saër Seck, père de 3 enfants, est un père qui est très souvent absent de la maison. Ses activités professionnelles ont pris le dessus, mais épouse et enfants encaissent. Ce natif de Kaolack a à son actif 7 entreprises qui évoluent dans le domaine de la pêche. Et c'est le président du groupement des armateurs et des industriels de la pêche au Sénégal, consultant spécial du Canada en matière de pêche. Saër Seck, un fou amoureux de la mer et du foot, ce qui fait de lui le co-concepteur et le co-fondateur du projet d'école Sport et Études Jambar. Il est en charge de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Un autre détail qui caractérise Saër Seck, sa voix mielleuse, qui est tout simplement radiophonique. Est-il possible de décentraliser, autrement dit de dupliquer Jambar partout au Sénégal? Oui, c'est parfaitement possible. Nous avons nous-mêmes essayé, avec un certain nombre d'amis, de conceptualiser et presque de franchiser le concept Jambar. Et aujourd'hui, un certain nombre de pays africains viennent nous solliciter de manière à ce qu'on puisse les aider dans la mise en place d'un institut pareil à Jambar dans leur pays. De fait, du 8 au 18 décembre, je reçois une délégation en provenance du Nigeria qui vient justement étudier avec nous la possibilité que nous puissions aller au Nigeria pour implanter un centre Jambar, en soulignant qu'il y en a un qui a commencé à fonctionner en Afrique du Sud. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a le même engouement? Parce qu'on a un gros défaut au Sénégal, quand c'est un national qui fait quelque chose, il y a tout de suite des réticences, des... C'est certain, mais ça, on le sait. Mais si ça doit nous empêcher ça de prendre des initiatives et d'avancer, notre pays n'aura aucune possibilité de sortir de l'ornière. Et je pense que malgré cette culture qui n'est malheureusement pas très positive dans le fait de permettre aux initiatives d'éclore, on est dans l'obligation de prendre des initiatives. Et s'il faut se battre pour que ces initiatives puissent effectivement réussir. Mais c'est parfaitement possible. À Jambar, on a déjà pris, nous, en tout cas, le départ pour un certain nombre de choses. Nous souhaitons mettre en place un certain nombre de pépinières. Je vois le docteur Dia, je pense que très prochainement, il aura ma visite là-dessus, parce que nous recevons les jeunes à partir de l'âge de 13 ans, mais de 6 à 12 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, et c'est le lieu ici de leur rendre hommage, que les éducateurs et les encadreurs d'écoles de football font un travail exceptionnel, mais avec leur enthousiasme et très très peu de moyens. Et ce qui fait que l'encadrement est quelque part déficient de ce point de vue. Et donc, l'année dernière, nous avons lancé à Mbour la première pépinière Jambar, dans laquelle on reçoit 150 jeunes entre 6 et 11 ans, de manière à commencer à les préparer justement sur les fondamentaux techniques pour la pratique du football. Et ces pépinières, nous souhaitons les essaimer dans tout le Sénégal, de manière à avoir ces initiatives. Oui. Tout n'est pas rose dans ce que vous faites. J'y arrive. Le président de la République, quand vous l'avez reçu récemment, vous l'avez interpellé sur le problème des enseignants. Oui, qu'en est-il exactement et c'est quoi votre problème? Non, le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, j'ai avec moi à Jambar une trentaine d'enseignants. Cette trentaine d'enseignants sont des vacataires, puisque ce sont des enseignants qui sont ou au lycée Demba Diop ou dans d'autres structures et avec lesquels nous contractons de manière à ce qu'ils puissent être des chargés de cours chez nous. Et il y a souvent des problèmes en ce qui concerne la maîtrise de l'emploi du temps et surtout
en ce qui concerne les matières scientifiques. Parce que au moment où nous avons lancé Diambar, nous avons été voir le professeur Gallo Diop pour lui demander comment on doit structurer la journée des jeunes. Et c'est donc le professeur qui a lui-même structuré la journée des jeunes en nous disant que tous les apprentissages scientifiques doivent se faire le matin, nous donner le quantum horaire nécessaire pour le niveau de concentration des jeunes, imposer la sieste, qui est obligatoire à Diambar, avant effectivement les activités sportives. Et donc ça, c'est le problème. Et ce problème est en passe d'être réglé parce que suite aux engagements de Monsieur le Président de la République, ses collaborateurs sont en contact avec nous pour qu'on puisse effectivement arriver à avoir des enseignants qui sont de manière principale affectés à Diambar et donc qui soient des chargés de cours qui nous permettent de régler l'ensemble de ces différentes questions d'emploi du temps. Faisons de la fiction, une grève d'enseignants et d'élèves à l'Institut Diambar. Je crois que c'est impossible, parce que je serais un défaillant et comme je parle français, je parle espagnol, je peux assez rapidement être en histoire-géographie, il y aurait déjà des cours de ce point de vue. Mais vous savez, on est une structure dans laquelle il y a 100 élèves. Les enseignants à Diambar sont dans des conditions qui sont des conditions, je pense, bien meilleures que celles qu'ils ont effectivement au niveau de l'éducation nationale. Nous cherchons une symbiose, mais au-delà de la question également matérielle, nous essayons que l'ensemble des gens qui sont autour de Diambar partagent une philosophie. Et tous les jours, je le dis à Boubacar Gadiaga, Moussa Kamara, mais également à Tambédou et à tous les enseignants, ce qui est important à Diambar, ce ne sont pas les adultes. Je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, je vais être trivial, les adultes, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Je n'ai pas envie qu'un parent de Tambacounda, de Saint-Louis, de Fatick, de Tivaouane, de Dakar, de Thiès, etc., me confie son enfant à 13 ans avec beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance et que nous soyons, nous, en tant qu'adultes, en train de nous étriper pour des prébendes, pour des avantages, en oubliant l'essentiel qui est, à Diambar, le développement de l'enfant. Alors, avant de venir, j'ai lu un peu une coupure de presse, l'Institut Diambar cité dans un problème foncier. Vous avez acquis 2 baux avec des prix au mètre carré très loin du tarif normal. Le premier sur surface bâtie est de 5472 mètres carrés payé à 354 francs le mètre carré. Le second est sur surface non bâtie et de 144 528 mètres carrés payés à 6 francs le mètre carré. Comment en est-on arrivé à obtenir de telles largesses à l'Institut Diambar? Très bien, mais ça renvoie tout à l'heure à ce que vous disiez, qu'il est extrêmement difficile de prendre des initiatives qui sont des initiatives sociales. L'angle d'attaque pour la compréhension de ce problème, c'est qu'il faut savoir que Diambar est une association à but non lucratif. Je m'interdis d'utiliser 25 francs CFA de Diambar pour acheter un paquet de cacahuètes. Tout l'argent de Diambar retourne aux enfants pour leur éducation et pour la mise en place d'infrastructures. En 2002, en janvier, je sollicite l'État du Sénégal pour la mise à disposition d'un terrain pour le projet qui, à l'époque, n'était qu'une idée. On nous a attribué à la SAPCO 15 hectares et Diambar, sous ma présidence, est reçu par le président Abdoulaye Wade. Nous lui donnons la maquette, nous lui présentons les idées et nous le sollicitons dès 2002 pour qu'il mette à notre disposition un titre foncier sur ces 20 hectares qui nous étaient accordés, qui ensuite sont devenus 15 hectares. Parce que, Mamoudou, je ne sais pas si vous le savez, mais un terrain de football, c'est 1 hectare. Un seul terrain de football, c'est 1 hectare sans les dépendances. Le président Abdoulaye Wade nous dit, ce n'est qu'un projet. Je ne peux pas vous donner un titre foncier et un terrain sur la base d'un projet, parce que tous les Sénégalais sont porteurs de projets. Maintenant, ce que je peux faire, c'est pendant la période de construction, que nous avions nous-mêmes estimé à 5 ans, je peux vous donner le terrain
à titre gracieux. Et si vous réalisez le projet que vous êtes en train de me décrire, à ce moment-là, l'État du Sénégal vous soutiendra en vous donnant un titre foncier. On est en avril 2002. La SAPCO nous reçoit sur les instructions du chef de l'État, met en place un contrat signé par le président directeur général de la SAPCO et le président de Diambar, en l'occurrence ARSEC. Septembre 2002. Pour 5 ans, avec une gratuité sur une période de 5 ans, donc de septembre 2002 à septembre 2007. Contrat enregistré à la direction des impôts et domaines en bonne et due forme. En septembre 2007, nous avons fini de construire Diambar, puisque en décembre 2005, toutes les promotions de Diambar vivaient à l'intérieur de l'Institut. Nous n'avions pas encore de terrain synthétique, mais nous avions toutes les facilités en termes d'hébergement et en termes d'école et d'administration. Nous avons donc sollicité l'État du Sénégal, à nouveau, pour demander au chef de l'État que l'engagement qui avait été pris puisse être concrétisé. Nous avons été dans des discussions, et j'ai des courriers à l'époque de M. Zakaria Diaw, ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, et jusqu'en fin 2009, il n'y a pas de concrétisation de l'engagement de nous céder à titre gracieux le titre foncier. La direction de la SAPCO nous interpelle en nous disant qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette situation de non-droit et qu'il faut mettre en place un contrat. Contrairement à ce qui est dit, les 5472 mètres carrés ne sont pas à 354 francs. Ils sont à 435 francs, au même titre que tous les hôtels de la place sur la Petite Côte. L'accord que nous avons trouvé, c'est que j'ai dit aux gens de la SAPCO que Diambar est une association à but non lucratif et que nous n'avons pas vocation des hôtels à louer pour recevoir un certain nombre, pour avoir des recettes. Et les 144 000 les 140, carrés, les 140, à 6 francs, parce que ce que je leur ai expliqué, c'est que si je devais louer un terrain de football, 1 hectare, à 435 francs le mètre carré, ça ferait 43 500 000 francs la location d'un terrain de football dans l'année. Mamoudou, je pense que vous pouvez interroger les footballeurs. Louer un terrain de football à l'année à 43 500 000, sur 10 ans, le terrain m'aurait coûté 435 millions. Je pense que c'est quand même hors de propos et toute personne dotée d'un minimum de bon sens peut comprendre que ce n'est pas acceptable. Oui. Et donc la SAPCO, elle-même, nous a proposé de nous louer les surfaces bâties au même titre que les hôtels et toutes les surfaces non bâties qui servent de terrain de football et d'aire de jeu au même tarif qu'ils ont fait au golf de Saly, qui était là 15 ans avant nous, qui était de 6 francs le mètre carré. J'ai beau argumenter pour dire que eux, ce sont des opérations commerciales et que nous, on est une association à but non lucratif, la SAPCO a insisté pour qu'on signe un contrat sur cette base, en disant que le conseil d'administration n'autorise pas autre chose. Nous avons donc signé un contrat sur cette base. Le problème est réglé aujourd'hui? Non, le problème n'est pas réglé. Parce que quand on a signé le contrat en 2012, il est réglé pour nous, mais apparemment il ne l'est pas pour la SAPCO. Oui. Puisqu'on a signé en 2010 ce contrat, et on a fait rétroagir le contrat à septembre 2007. Et on vous réclame plusieurs milliards. Alors, donc, j'ai payé sur la base du contrat nouveau que j'ai signé avec la SAPCO, enregistré à la direction de l'enregistrement des droits et du timbre, donc en bonne et due forme, j'ai payé de septembre 2007 au 31 décembre 2012, ce qui est prévu dans le contrat que j'ai avec la SAPCO. Et donc, je ne dois pas un centime à la SAPCO. Qu'attendez-vous de l'actuel chef de l'État? Non, je voudrais quand même clarifier les téléspectateurs sur les positions de la SAPCO. Parce qu'aujourd'hui, la SAPCO me réclame sur 2 courriers. Sur un premier courrier, 457 millions, et sur un deuxième courrier, 892 millions. La position de la SAPCO, c'est de dire, on vous a donné 5 ans de gratuité, ce n'est pas normal, le contrat là n'est pas valable, donc vous nous devez 5 ans d'arriéré à 435 francs. Et comme vous ne l'avez pas payé à ce moment-là, on vous applique les pénalités de retard. Et de 2007 à 2012, vous deviez payer, vous avez payé 6 francs au lieu de 435, on vous facture donc la différence,
Et comme vous n'avez pas payé à temps, on vous met aussi la pénalité de retard, ce qui est de 892 millions. Donc quasiment 1 milliard de francs CFA. Vous allez payer? Nous n'allons pas payer puisque nous ne les devons pas. Nous avons un contrat avec la SAPCO et ce contrat a été scrupuleusement respecté. Vous avez quand même demandé à l'actuel président de la République d'intervenir. Non, nous lui avons demandé Oui. de nous octroyer à titre gracieux le titre foncier, le terrain sur lequel nous sommes. La SAPCO maintenant nous a assigné en justice en expulsion. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis le octobre 2012, la SAPCO n'est plus attributaire du droit au bail de la SAPCO. Donc la SAPCO n'est plus partie à cette affaire. Elle ne peut même pas, elle n'a pas qualité pour nous assigner en expulsion. Elle n'est plus cessionnaire du droit au bail, c'est l'État du Sénégal qui est aujourd'hui qui a ce bail. Et le chef de l'État, il va le faire, il l'a fait? Écoutez, le chef de l'État a pris des engagements. Oui. Ces engagements prennent du temps à se mettre en œuvre. Oui. La mise en œuvre a commencé avec ses conseillers. On est en train de travailler avec eux pour voir les meilleures conditions dans lesquelles l'État du Sénégal peut nous céder le bail. Mais je n'ai aucun doute que les engagements du président Macky Sall seront tenus. D'abord, le football local avec l'interpellation des amateurs, la question du professionnalisme, Lamine Boukdiki, les clubs, il y a des clubs qui ne sont pas du tout professionnels. Maintenant, l'équipe nationale. Allons-y très rapidement. Alors, en ce qui concerne les amateurs, Issa Laye sait que je suis en contact avec les comités de supporters, la convention des supporters, les Alekaza, et que nous essayons de le soutenir. Maintenant, il faut être clair. Un supporter ne peut pas se transformer en supporté. Un supporter, c'est celui qui s'organise pour apporter des ressources à son club et pour faire promouvoir le club. Le club ne peut pas prendre les ressources pour se structurer, pour s'entraîner, pour leur donner de manière à ce qu'ils supportent. Si je dois être un supporter, on me transporte, on me donne un t-shirt, on me donne un sandwich, on me donne le ticket du stade et on me donne le transport retour, tout le monde peut être effectivement supporter. Il faut permettre aux supporters d'être actionnaires des clubs, voilà, d'être actionnaires des clubs. Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que non seulement il faut leur donner la responsabilisation de l'organisation du supporter, de la gestion des questions qui sont des questions de sécurité, mais également de promotion de l'image du club, et les faire effectivement participer autour des tables des différents clubs. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Et ça, ce sont des discussions qui sont en cours et que j'ai avec la convention des supporters, avec qui j'échange de manière assez régulière. Les clubs qui se disent professionnels mais qui ne le sont pas. Vous savez, Mamoudou, le problème au Sénégal, il est celui-là, c'est qu'on danse plus vite que la musique. Le football professionnel a mis 30 ans pour se structurer en Europe. Aujourd'hui, on en est à notre 4e année, 5e saison. On souhaite effectivement que tous les clubs puissent ressembler au Paris Saint-Germain, c'est impossible. L'exemple du Sénégal est le seul exemple au monde où un football professionnel a été lancé sans l'apport de l'État. Aujourd'hui encore, en Europe, l'État intervient dans les clubs professionnels. En France, notamment par les conseils régionaux et les conseils régionaux dans lesquels les clubs se trouvent. Alors, je pense qu'il faut que, si nous voulons structurer notre football professionnel, que nous soyons en même temps regardants, mais que nous ne soyons pas malthusianistes et que nous ne jetions pas le bébé avec l'eau du bain. Et que nous puissions aider, et c'est ça la trame de la première période de construction du professionnalisme, que nous puissions accompagner les clubs qui font preuve de volonté, qui font preuve de dévouement en ce qui concerne les dirigeants. Je crois qu'il faut les remercier, ces dirigeants, parce que depuis 5 ans, le club professionnel fonctionne sur la base de leur poche et que nous puissions effectivement aller vers l'État du Sénégal pour qu'il puisse nous soutenir de manière à ce qu'on puisse sortir de l'ornière. L'équipe nationale, tout le monde applaudit un match nul. Ce n'est pas un manque d'ambition. Non, ce n'est pas un manque. Même une élimination, on n'est pas en Coupe du Monde. Oui, tout à fait, on n'est pas en Coupe du Monde. Mais le Sénégal n'a été en Coupe du Monde qu'une seule fois. Est-ce que de toute l'histoire du football sénégalais, ça veut dire qu'on doit être satisfait que de la période 2002? Non. Je pense qu'il y a quand même dans ce qu'on a vu un contenu qui est un contenu intéressant. Mais c'est la même chose dont je parlais en ce qui concerne la Ligue professionnelle, on est trop pressé. Un football... savoir qu'on est parti en Coupe du Monde avant la Côte d'Ivoire et qu'on se rend compte que ce sont les mêmes équipes africaines de la dernière Coupe du Monde qui vont repartir à la prochaine.
Est-ce qu'on doit se contenter de dire on l'a fait au moins une fois? La Côte d'Ivoire, pendant qu'on était en Coupe du Monde, a construit la génération qui lui permet d'aller de manière récurrente en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a 8 ou 9 joueurs de l'ASEC Mimo dans les 23 joueurs qui ont fait effectivement l'ensemble de ces performances. Mamoudou, football, khale mo koy def. Sinon, on prendrait Alassane Ndour et Mamadou Diallo. Et ces enfants-là, pour qu'ils puissent être performants demain, il faut qu'on les prépare aujourd'hui. Le Sénégal doit savoir c'est quoi notre objectif. Notre objectif, est-ce que c'est d'aller en Coupe du Monde pour juste participer? Si c'est ça, moi je ne suis pas partant. Moi je veux aller en Coupe du Monde pour gagner. Maintenant, si je veux aller en Coupe du Monde pour gagner, je sais que je ne le ferai pas en 2014, peut-être même pas en 2018. Mais je peux dire en 2022, je veux aller en Coupe du Monde pour gagner. Pour aller en Coupe du Monde en 2022 pour gagner, il me faut une génération de footballeurs entre 25 et 30 ans. Justement, comment assurer la continuité entre la génération de 2002, représentée ici par Alassane Ndour, la continuité entre un Aliou Cissé, sélectionneur des Olympiques qui ont été en quart de finale des JO de Londres en 2012, c'est la première fois que le Sénégal se qualifiait aux Jeux Olympiques d'ailleurs en football, et un Alain Giresse, sélectionneur de l'équipe nationale A. Comment assurer cette continuité? Mais cette continuité, on ne l'assure pas. Parce que Aliou Cissé, Alain Giresse et tous les autres entraîneurs sont les moyens d'expression de la politique qui est définie par la Fédération sénégalaise de football. Et c'est cette politique-là qui doit effectivement être le socle de la continuité. Et si les entraîneurs qui sont les moyens d'expression et de concrétisation de cette politique ne répondent pas à la politique qui est définie par la Fédération, on doit simplement les changer. Alain Giresse, est-ce qu'il faut le changer? Non, je crois qu'il n'est pas question aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour. Et comme le disait Mamadou Diallo, il nous faut quand même un peu il nous faut de la réflexion avant de prendre quelqu'un, mais une fois qu'on l'a pris, il nous faut effectivement de la patience pour pouvoir construire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on lui laisse les clés de la maison, mais ça veut dire qu'on l'encadre, qu'on discute avec lui et qu'on permet à la vision qu'on a en ce qui concerne le football du Sénégal de demain, de pouvoir s'exprimer au travers des choix et de la compétence d'Alain Giresse. On n'avait pas assez bien réfléchi en choisissant Alain Giresse. Je ne peux pas le dire. Je n'étais pas parmi ceux qui l'ont choisi. Mais ceux qui l'ont choisi ont suffisamment d'expertise, ont suffisamment de vécu dans le football pour effectivement avoir pris toutes les dispositions pour l'avoir choisi. Enlevons notre maillot de footballeur pour enfiler notre tenue de pêcheur. Mettons de côté les filets du football pour les filets de la pêche. Sayer, en tant que président du GAIPES, d'abord il y a deux choses. Il y a la pêche industrielle et la pêche artisanale. Tout à fait. Quand on écoute les interventions, toutes les deux pêches sont en crise. Autrement dit, est-ce que la pêche sénégalaise elle-même aujourd'hui est en crise? Écoutez, Mamoudou, moi ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a des difficultés dans le secteur de la pêche. Il y a des difficultés qui sont la conséquence d'un certain nombre de décisions qui sont des décisions malheureuses qui ont été effectivement prises. Vous savez, la théorie selon laquelle on a des stocks qui sont des stocks migratoires et que du fait de leur état migratoire, on doit signer un certain nombre d'accords extérieurs pour que les gens puissent taper dans ces stocks-là, sans profit pour le Sénégal, est pour moi une mauvaise théorie. Mais il n'y a plus d'accord d'ailleurs avec l'Union européenne. Non. Officiellement, il n'y a non, plus d'accord. Il n'y a plus d'accord avec l'Union européenne, ouais. Mais il y avait des velléités de reprise de cette négociation avec l'Union européenne. Et donc, il faut, je pense, savoir raison garder. On ne peut pas dire notre pêche est en crise. On ne peut pas dire on ne peut pas nous-mêmes satisfaire la rentabilité de nos propres investissements en tant que Sénégalais. On ne peut pas dire on n'a pas suffisamment de poissons pour nos populations et aller signer des accords avec l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas dire la théorie selon laquelle le yaboy est un... J'avais entendu à l'époque du ministre Thiam dire qu'il y avait 1 400 000 tonnes de poissons effectivement qu'on pouvait pêcher et qu'on pouvait donc donner des autorisations à des bateaux russes. On avait d'ailleurs donné à l'époque 44 bateaux
des autorisations à 44 bateaux russes pour venir ici, ce à quoi nous nous étions opposés, et nous avions d'ailleurs été avec des gaz lacrymogènes bien bastonnés par la police, parce que nous avions effectivement fait une manifestation pour nous y opposer. C'est fini ou le problème persiste? Non, c'est fini. Le président Macky Sall, fort heureusement, a donné, effectivement, a sifflé la fin de la récréation et dire stop. Vous savez, vous savez, non, on a dit stop officiellement, mais c'est vrai que ces bateaux, nous-mêmes, nous les croisons, viennent de manière éhontée dans les eaux sénégalaises pour effectivement tricher. Et l'État est au courant de ça? Mais nous, en tout cas, nous informons tous les démembrements de l'État. Pourquoi l'État n'agit pas? Il est complice, il y a des... Écoutez, nous, en tout cas, on s'est beaucoup interrogé parce que depuis qu'on les a arrêtés, il y a souvent un certain nombre d'avis. Chaque fois que nos bateaux les croisent, ils nous envoient par mail les positions sur lesquelles on les croise. Et quand on saisit effectivement la direction de la protection, malheureusement, il n'y a pas d'actions qui sont prises. Mais ces bateaux sont habitués à l'impunité. Pendant la période précédant l'arrivée du président Macky Sall, combien de fois ces bateaux ont été, avec leurs autorisations, arraisonnés pour des raisons d'infraction aux lois du Sénégal? Est-ce que vous avez jamais vu un de ces bateaux venir au port de Dakar? Jamais, y compris quand ils sont arraisonnés. Mais il a fallu qu'un bateau échoue là. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça c'est un tonnier. Oui. Ça, c'est un tout petit bateau. Oui. Mais les bateaux russes... Mais qui donnent une idée de l'ampleur du phénomène, non? On nous explique des choses qui sont extraordinaires. Un bateau russe est un bateau qui jauge 10 000 tonneaux de jauge brute. Le tonneau de jauge brute, c'est la mesure de la capacité et de la grandeur des bateaux. Un seul bateau a autant de tonneaux de jauge brute que la totalité de la flotte industrielle sénégalaise. Un seul. On en autorise 44 dans nos eaux et on nous explique qu'il ne se passe rien. Très bien. Alors, Charles Faye, vous avez une petite question? Charles, oui. C'est vrai, je n'ai pas donné suffisamment la parole à mes confrères. Oui, Charles, rapidement, et ce sera le mot de la fin avec Sayer. Oui, juste peut-être une question, je vais finir par la question, me faire une petite remarque. L'État perd entre 50 milliards et 250 milliards par an dans le secteur de la pêche. Les jauges dont vous parlez sont facturées entre 7 000 francs et 70 000 francs la tonne. Pour dire par exemple que les bateaux, il y a une structure au port de Dakar qui reconnaît les bateaux à partir des balises. Alors quels sont les bateaux qui viendront dans nos eaux, des bateaux illicites qui vont avoir des balises? Alors la question que j'ai envie de poser au président, c'est est-ce qu'on a un État qui a un véritable leadership dans le secteur de la pêche quand on sait que le Sénégal était 4e au rang mondial en ce qui concerne la consommation de poissons par tête d'habitant à raison de 25 kilos. Alors cet État sert-il les Sénégalais, oui ou non? Écoutez, l'État sert forcément les Sénégalais, en tout cas il est là. Maintenant, l'État fait la politique de ses moyens. Vous savez, la mise en place d'une flotte de surveillance et d'un aéronef de surveillance coûte de l'argent. Mais l'enjeu en vaut la chandelle en ce qui concerne la pêche. On ne peut pas avoir un pays qui est un pays de pêche et n'avoir pas une surveillance qui soit une surveillance efficace. Tous les bateaux qui sont des bateaux fraudeurs, évidemment, quand ils arrivent, éteignent leurs balises. Ce que nous, les Sénégalais, ne pouvons pas faire. Nous avons des balises qui nous permettent effectivement d'être suivis. Mais non seulement ces bateaux éteignent leurs balises, mais ces bateaux, quand ils venaient au Sénégal, avaient aussi l'onction de nos autorités et faisaient ce qu'ils voulaient. Et ces bateaux arraisonnés, non seulement ne venaient pas au port de Dakar, mais ne payaient pas leurs amendes. Et aucun de ces bateaux n'a payé d'amende. Ils ont refusé même de payer les amendes que ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose. Bien entendu. Il y a de la corruption. Bien entendu. Très bien entendu. Alors, on n'a pas eu le temps de faire le plat de Thioboudienne comme Youssou N'Dour, mais ce n'est que partie remise. Oui, Ali Haïdar, nous l'avions invité ici, il était à l'époque ministre de l'Environnement, il est aujourd'hui ministre de la Pêche. Nous le réinviterons avec vous, acteurs de la pêche, artisanaux et industriels. Nous sommes au terme de notre émission. Merci à ce public qui est venu répondre présent. Merci à Ablaïder qui m'a donné un coup de pied, je ne dirais pas coup de main, pour rester dans le foot. Il m'a donné un coup de pied pour la préparation de cette émission. Merci à toute l'équipe, bonsoir. Rendez-vous dans un mois pour une autre émission.